le général Qassem Soleimani était un mythe au Moyen-Orient. Il était un peu partout, au Yémen, en Syrie, au Liban, en Irak. C'est lui qui construisait à l'état pratique la stratégie, la grande politique iranienne du Moyen-Orient. Et cette politique, depuis janvier 2019, a été considérée par la Maison-Blanche comme anti-américaine par excellence. Tout se commence avec une déclaration de Donald Trump lorsqu'il arrive en Irak dans une nuit sur la base Ain al-Assad, et il fait une petite déclaration en disant que notre présence militaire en Irak, c'est pour surveiller les activités de la République islamique de l'Iran dans la région. Cette déclaration a défait tout ce qui a été fait de 2003 à 2019. À savoir, l'Irak était un pays qui ne disposait pas de 2003 à 2019 des infrastructures pour se faire fonctionner et fonctionner autant qu'État souverain. Il fonctionnait, les institutions fonctionnaient parce que tout simplement il y avait ce partenariat implicite entre Washington et Téhéran. Cette déclaration de Donald Trump a remis en cause l'intégralité de ce partenariat. Et de ce fait, Qassem Soleimani, le général, le mythe, a commencé à réorienter, à restructurer la politique iranienne de l'Irak, à savoir une politique par excellence anti-américaine. La société irakienne à ce jour est traversée par une grande division entre les pro-iraniens et les pro-américains. Il est clair que la République islamique de l'Iran, de 2003 à 2019, travaillait et travaillera la totalité de la société irakienne. Et quand je dis la totalité de la société irakienne, c'est-à-dire la communauté chiite, comme la communauté sunnite, comme la communauté kurde. Parmi les élites intellectuelles, les élites politiques, les élites économiques et même les élites religieuses, la base sociale, toutes les bases sociales, l'Iran a pu déployer des projets énormes. En même temps, face à ces projets, à ce déploiement iranien, il y a des larges catégories sociales irakiennes qui refusent cette ingérence, je dirais même cette domination iranienne sur la totalité des champs irakiens, des champs politiques, économiques, religieux, culturels, éducatifs, l'enseignement, enfin dans tous les domaines. Alors aujourd'hui, cette fracture irakienne est là. L'Iran a une large base sociale sur laquelle il peut compter. En revanche, les pro-américains ne sont pas prêts pour aller très très loin pour défendre les intérêts américains en Irak. Il est peu probable que les décideurs iraniens mettent en œuvre des plans, des stratégies de vengeance aux États-Unis d'Amérique, en Europe et même à l'échelle moyen-orientale. Je pense que cette stratégie de vengeance prendra son temps et s'appliquera sur le terrain irakien. C'est en Irak que la République islamique de l'Iran dispose à peu près 63 organisations miliciennes avec 175 000 combattants, des organisations qui sont institutionnalisées au sein de l'État irakien, qui financent ces organisations miliciennes pro-iraniennes. Et donc, en Irak, l'Iran dispose des leviers, des moyens considérables pour se venger de ce qui s'est passé cette nuit. Quelles sont les conséquences de cette politique pour la société, pour l'État, pour les institutions, pour la population, pour le territoire irakien? Personnellement, auparavant, avant cette nuit, je parlais toujours d'un bourbier irakien. Désormais, je peux, sans hésitation, sans nuance, parler de la catastrophe irakienne. Les conséquences de cette confrontation
américaine sur le sol irakien seront vraiment dramatiques, catastrophiques pour la population irakienne. On peut parler bien évidemment des pays du système international, regroupés notamment dans une coalition de guerre contre le terrorisme. Cette guerre a été menée, je dirais, correctement contre l'organisation de l'État islamique en Irak, en Syrie et dans d'autres régions. La grande faiblesse de cette communauté internationale, c'est qu'elle n'a pas un projet politique pour ces territoires dans lesquels nous avons engagé des guerres contre le terrorisme. Par exemple, en Irak, fin 2017, la guerre a été gagnée contre l'organisation de l'État islamique. Dans le territoire sunnite, détruit totalement, totalement dans son intégralité dans cette guerre. À ce jour-là, la communauté sunnite est livrée à elle-même. Elle est totalement abandonnée. Elle est abandonnée politiquement, socialement. Au niveau de la reconstruction, il y a encore des cadavres dans les rues, sans aucune perspective, sans aucun projet politique concret. La communauté internationale s'enfonce dans des erreurs. Washington vit ce que j'appelle actuellement dans un moment des paradoxes majeurs, notamment avec son engagement, son désengagement. La Maison-Blanche n'a pas une perspective claire pour le Moyen-Orient. Sur un terrain, on se désengage, quelques semaines plus tard, on se réengage. En Syrie, en Irak, en Arabie Saoudite, en Libye, partout un peu au Moyen-Orient. Alors aujourd'hui, je pense que les États-Unis d'Amérique ne trouvent pas un acteur majeur, crédible, qui peut compter sur la politique, la stratégie, la vision américaine du Moyen-Orient. C'est pourquoi le doute s'est installé et certains acteurs apparaissent sur la scène moyen-orientale comme des acteurs majeurs. Vladimir Poutine, auparavant, avant sa disparition, Qasem Soleimani, ou bien d'autres acteurs. Autrement dit, les pays du système régional au Moyen-Orient cherchent vraiment une alternative crédible sur qui ils peuvent compter sur la durée.